commencer cette 6e télécauserie organisée par Non-Violence 21. C'est donc un collectif qui réunit des associations qui militent pour et de manière non violente. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Kadour dit HK, chanteur et auteur engagé, et Johan du collectif Non-Violence 21. Donc ça va être les deux principaux intervenants. Et c'est moi qui vais animer cette réunion. Donc c'est moi qui répartirai la parole. Alors je vais me présenter avant qu'on commence. Donc moi je suis chercheur associé à l'IRNC, donc l'Institut de recherche sur la résolution non violente des conflits. Je suis membre de ce laboratoire de recherche depuis que j'ai écrit un mémoire sur la désobéissance civile dans le cadre des mobilisations pour le climat. Donc c'est un mémoire d'anthropologie que j'ai réalisé l'année dernière, entre janvier et juin 2020. Et c'est un mémoire qui venait un petit peu compléter mon parcours dans la non-violence, parce que j'ai fait une mission d'intervention civile de paix à Jérusalem il y a 3 ans, donc c'est d'actu. Et j'ai ensuite travaillé à diffuser ce qu'est l'intervention civile de paix, notamment avec le collectif Non-Violence 21 et surtout le comité ICP. Donc voilà, et je suis ouverte à toute proposition de chargé de mission ou de chargé d'études. Ça, c'est dit. Et on va pouvoir commencer. Donc, comment ça va se passer? Il y aura d'abord un temps de parole. Pardon, attention, je crois qu'il y a des micros allumés. Donc, je vous invite à les couper. Donc, voilà, donc comment ça va se passer? Il y aura un échange avec Johan et Ashta. Et ensuite, il y aura un temps pour les questions. Alors, comment ça va se passer pour les questions? Vous avez normalement au bas de votre écran un petit émoticône qui sourit, une petite tête qui sourit avec marqué réaction. Et là, vous pouvez lever la main. Donc, je vous invite à lever la main quand vous voulez prendre la parole et je vous appellerai par votre nom. Et voilà, je vous inviterai à ce moment-là à désactiver votre micro et à poser votre question. Et je vous invite aussi à préparer vos questions et à être le plus clair et le plus concis possible, vu que la réunion nous va durer 1 heure. Donc, pour donner la possibilité à Johan et Kadour d'avoir le plus de temps pour répondre. Et je vais m'arrêter là pour donner la parole à Johan. Merci Charlotte. Alors, avant de commencer, je vais réinsister sur ce que Charlotte vient de dire. Si tout le monde peut couper le micro, parce que là, j'ai beaucoup de retours. Donc, je crois qu'il y a des personnes qui n'ont pas coupé leur micro. Voilà, merci, c'est beaucoup mieux. Voilà, alors moi, je me présente. Donc, je suis Johan Nassin, je suis le coordinateur de Non-Violence 21. Voilà. Donc, Non-Violence 21, bon, pour faire une rapide présentation, même si je pense quand même que la très grande majorité des personnes présentes aujourd'hui avec nous connaissent bien Non-Violence 21. On est un collectif, effectivement, on regroupe en gros désormais 16 organisations membres des organisations non violentes, sachant que on essaie de travailler sur tous les champs de la non-violence, qu'on considère en tout cas comme des champs de la non-violence. Notre idée, c'est de promouvoir la culture de non-violence. Et donc, pour ça, on travaille à la fois sur l'éducation, la formation à la non-violence. On travaille sur un domaine plus spécifique qui s'appelle l'intervention civile de paix, qui se trouve, enfin, pour le coup, qui correspond davantage à de l'intervention de la protection non armée, du travail de relation entre des personnes qui se trouvent au milieu de conflits, dans des zones soit de conflit, soit post-conflit. Et enfin, il y a l'action non violente, donc qui nous intéresse davantage ce soir, donc la stratégie d'action non violente. Et l'idée que la lutte non violente puisse être un vecteur de transformation de la société. Donc, nous, en fait, à Non-Violence 21, on a fait un constat assez clair sur la question et sur le grand débat entre la question de la violence et de la non-violence ces dernières années. On a ressenti une montée des tensions, on a ressenti une montée de ce débat au sein de la population, mais aussi au sein des personnes et des militants. J'ai encore des problèmes de son, hein, j'ai des retours, je ne sais pas trop si tout le monde m'entend.
mais j'ai encore des retours dans le… Johan, on t'entend plus, tu as coupé ton micro. C'est une fausse manip, pardon. On a fait le constat, donc je disais, je reprends où j'étais, on a fait le constat que ça, à peu près, sur ces dernières années, qu'il y avait un problème de montée des tensions, ce débat de la violence, de la non-violence, y compris au sein des mouvements militants. Et voilà, donc partant de ce constat-là, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on commence à davantage nous communiquer sur cette question-là, participer au débat, participer aux idées et vraiment développer davantage ce champ de notre activité qui n'était pas central au départ dans ce que nous faisions, puisque quand même notre premier objet, c'était de financer des projets non violents sur le terrain. Et voilà, et de là, on a commencé à travailler là-dessus en 2019. Et dans le même temps, on a pris contact avec Kadour, donc, que vous connaissez sous le nom de HK, qui a déjà eu la gentillesse d'accepter de devenir une personnalité membre de Non-Violence 21 en 2019, en même temps que notre ami José Bové et que Ogari Tunan, que vous avez pour certains déjà suivi en télécauserie. Et voilà. Et non seulement HK a accepté, mais en plus, disons qu'il a pris son rôle très à cœur parce qu'il est absolument convaincu de la nécessité de l'engagement et de la non-violence, en tout cas pour transformer les choses en profondeur et pour aller dans le bon sens. Et donc, il a commencé à participer avec nous à des projets. Et puis, comme ça, tout doucement, on a réfléchi à des choses. On a fait une première rencontre avec lui autour de la sortie de son livre intitulé Et Sans oui. haine, Ah, très bien. Oui. sans armes et Alors, sans je vais dire. violence, donc en octobre dernier. Et donc, avec cette idée toujours de discuter sur les enjeux de la non-violence. Et voilà, et depuis, eh ben, on a travaillé sur d'autres choses. On a fait une rencontre débat avec des étudiants à Saint-Denis fin mars, dans un contexte un peu particulier forcément, mais qui a été très intéressante en tout cas sur ce que ça a fait émerger. Et aussi, on a de ce projet actuellement, entre autres projets, d'Agora de la non-violence, euh, que l'on va lancer à la place de la République la semaine prochaine. Et donc, on espère que les gens viendront nombreux. Où l'idée forte quand même, c'est de toujours avoir ces débats et ces échanges autour de la non-violence, autour de l'engagement, et en même temps de créer un espace de dialogue, parce qu'on sent bien qu'actuellement, il y a un vrai besoin à ce niveau-là. Et en plus, avec HK, ce qui est magique, c'est qu'on peut le faire en poésie, en musique, en chanson, donc ça apporte tout de suite beaucoup de joie et qui nous paraît être quand même un élément essentiel de la dimension non violente d'une lutte, en tout cas. Voilà. Alors après, juste, je vais revenir, avant de passer la parole à HK, je vais revenir un petit peu sur aussi pourquoi ce qui a été la jeunesse du projet. Quand on a lancé en 2019 cette brochure que vous avez peut-être lue, que vous pouvez aussi trouver en PDF sur notre site, qui s'appelle Pourquoi la non-violence est-elle révolutionnaire? On a volontairement, on a été soutenu pour ça par José Bové, en sa qualité qui nous a permis d'accrocher une subvention en sa qualité de député européen à l'époque. Et l'idée, c'était vraiment de participer un maximum et de faire en sorte qu'il y ait des discussions, des échanges et qu'on puisse en tout cas s'engager de manière plus claire dans le débat sur la question de la non-violence et de la violence dans les luttes, et notamment sur cette fameuse question de la complémentarité des tactiques, de la diversité des tactiques, qui est encore souvent revendiquée par certains mouvements. Et on avait aussi répondu et réagi à un livre de Peter Gelderlos, que beaucoup de non-violents ont entendu, donc beaucoup de non-violents ont entendu parler forcément. Et donc par rapport à ça, cette montée d'intention qu'on avait pu voir sur ces débats de non-violence-violence, à travers que ce soit le phénomène des gilets jaunes, certaines luttes du climat, ce qui pouvait se passer à Bure, à Notre-Dame-des-Landes, on s'est dit qu'on avait vraiment un rôle essentiel à jouer. On s'est dit que c'était vraiment un enjeu de taille. Et donc, on a développé toute une campagne autour de ça. Cette campagne s'est traduite par cette brochure, elle s'est traduite par des événements qu'on a fait, donc à travers, par exemple, ce qu'on a pu faire avec HK. On avait aussi fait une rencontre à la base, on en avait fait deux d'ailleurs en 2019, non une avec José Bové et Tchétchéverry, sur le sujet la non-violence comme force de transformation radicale, et on a continué comme ça parce que tout simplement, ça nous paraît essentiel. Et voilà. Et donc, on est très, très heureux parce que Kadour nous suit. Kadour non seulement nous suit, mais c'est extrêmement motivé par le sujet. Alors, vous avez peut-être suivi depuis quelque temps
un petit peu toutes les, comment dire, les flash mobs qui ont eu lieu autour de sa chanson Danser encore, qui est reprise, qui a déjà, je crois, pas loin de 4 millions de vues maintenant, et qui est reprise un peu partout avec des flash mobs pour certains assez, enfin, bon, voilà, qui peuvent donner même la chair de poule tellement en termes d'énergie collective, de ce que ça génère, tout ça. Donc ça, on a été très heureux de constater ça, de voir ce que ça générait, ce que ça générait aussi comme enthousiasme. Et voilà, l'idée de l'Agora qu'on va faire la semaine prochaine s'inscrit aussi dans cette idée-là, entre autres choses. Qu'est-ce que je devais vous dire de plus? Voilà, alors ce qu'on veut aussi, c'est insister beaucoup parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fausses idées, de fausses représentations en fait sur la non-violence, notamment même dans des milieux militants actuellement, même pour certains milieux non violents. On a par exemple assisté à un débat à un moment donné entre des gens d'Extinction Rébellion et un journaliste qui se revendiquait pas de la non-violence, mais qui pouvait à un moment donné, qui montrait aussi qu'il y avait des difficultés pour, en tout cas pour expliquer pour certains pourquoi la non-violence, pourquoi on est convaincu de son efficacité. Et il y avait des incompréhensions et tout ça. Et c'est aussi ça qu'on a voulu clarifier à travers toutes ces campagnes qu'on mène aussi, tous les débats qu'on peut essayer de mettre sur pied. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du travail qu'on réalise depuis 2 ans. Après, voilà, pour revenir un petit peu sur ce qui nous rassemble avec HK, au-delà de cette idée de non-violence, parce que bon, on parlera peut-être un peu de son livre, mais enfin, voilà, quand on chante, on a un titre qui s'appelle Sans haine, sans armes, sans violence, et un livre du même nom, forcément, ça nous inspire aussi. Donc on voit qu'on a quand même des valeurs communes, on a envie sur la question de l'engagement, sur la question de la non-violence comme force vraiment de transformation, sur l'idée d'une société, sur une vision de la société. Donc voilà, donc de se faire ce bout de chemin avec HK, ça nous a paru quelque chose d'évident. On s'estime très chanceux du fait qu'il nous considère comme des interlocuteurs, en tout cas avec qui il a envie de travailler, avec qui il a envie d'aller dans ce même sens. Et juste pour conclure, je ne suis pas trop long, Charlotte? D'accord. Juste pour conclure, avant de laisser la parole à Kadour, il y a une idée très forte avec lui aussi de recréer du lien. J'entends beaucoup depuis un moment une espèce de formule un peu comme ça, une punchline de plus de liens, moins de biens. On est clairement là-dedans aussi, de créer du lien, de retisser des liens dont on a besoin, enfin, qui sont très importants pour tout le monde aussi, et pour nous qui sont au cœur aussi du processus non violent. L'envie de faire avec, si vous ne connaissez pas sa chanson La fin du mois, le début du nous, bah, pour moi, c'est pareil. C'est quelque chose qui va totalement dans le sens de ce qu'on défend en tant que, avec les principes de la non-violence, cette idée de force collective qui peut à un moment donné générer quelque chose d'extrêmement positif. Voilà, donc de faire avec nos partenaires, nous, pour ce qui est de Non-Violence 21, en essayant de tirer tous un peu dans le même sens, de fédérer autour du projet non-violent, de faire avec toutes les personnes qui sont de bonne composition et qui ont envie de juste, qui rêvent d'un monde un petit peu différent, qui rêvent d'un monde possible aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément, on n'est pas forcément sur des notes d'espoir tous les jours, c'est pas simple. Pour nous, ça nous paraît essentiel et HK, il y ajoute la poésie, donc c'est aussi faire avec, faire avec HK tout simplement pour ce qui nous concerne. Voilà, donc moi je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant et puis parce que je pense pas que de toute façon la plupart des gens qui sont là ce soir sont venus m'écouter. Et je vais laisser la parole à Kadour. Je vous remercie à toutes et tous d'être venus. Je remercie Charlotte pour d'avoir accepté de présenter. Et puis je remercie évidemment Kadour d'être avec nous ce soir. Alors, je dois prendre la parole comme ça. Oui, bah après, je ne savais pas trop si Charlotte, elle reprenait la parole avant de… Voilà, mais après, tu peux aussi rebondir un petit peu sur ce qu'on a fait ensemble et sur ce qui, toi, voilà, t'as animé, en tout cas, dans ces derniers mois et là où on converge sur les luttes, tout ça, quoi. Les projets en cours aussi. Alors, disons qu'il y a eu…
Notre histoire commune, j'allais dire avec Non-Violence 21, concrètement, elle a commencé avec la sortie du livre Sans haine, sans armes, sans violence. Tu me dis, hein, vous me dites si je me trompe, mais donc on remonte à un an. Ce livre, je l'ai écrit pendant le premier confinement. C'était le moment où on s'était tous dit que finalement c'était peut-être bienvenu d'une certaine manière, enfin, ce truc qui nous tombait sur la tête, évidemment, cette grave épidémie, mais que le fait qu'il y avait cette idée de dire ben, on va être obligé de ralentir, on va être obligé de se poser, on va être obligé de réfléchir sur nous en tant qu'individus, nous en tant que société, et puis on parlait beaucoup de ce monde d'après. Enfin voilà, c'était j'allais dire, notre lubie collective, notre grande lubie collective du premier confinement, où vraiment on avait envie de croire à ça, quoi, de se dire, bah, tiens, on s'arrête là, et puis quand on va repartir dans le bon sens. Quoi. Et toute cette utopie, un peu ces rêves-là, je les ai mis dans ce livre Sans haine, sans armes, sans violence, que j'ai écrit pendant ce confinement. Donc c'était une histoire, une fiction, mais avec des personnages qui étaient très authentiques, des personnages qu'on peut retrouver, nous, dans nos vies, dans nos luttes. Il y avait Annie, la retraitée militante écolo, qui peut être militante d'une des organisations membres de Non-Violence 21, quoi, qui d'ailleurs avait participé à la COP 21, donc il y a tout un chapitre là-dessus. Il y avait un journaliste des quartiers populaires, il y avait un enseignant, il y avait une caissière, il y avait un ancien résistant qui était un peu dans cette idée de passation de témoins. Voilà, il y avait toute une galerie de personnages qui, chacune à leur façon, avant de raconter ou de dessiner ce monde d'après, allaient pointer du doigt, allaient écrire une chose qui, selon eux, devait changer. Une porte d'entrée, par où commencer. Alors chacun avec sa subjectivité et son histoire personnelle. Et c'était ce pari qu'il y ait une somme, une conjonction, une convergence, une forme d'intelligence collective. C'était le pari d'Annie, hein, c'est elle qui a rassemblé tous ces gens-là pour leur dire on va écrire une histoire qui va nous amener à ce monde d'après. Bon, voilà, ça c'est le livre Sans haine, sans armes, sans violence, qui est sorti. Ensuite est arrivé ce deuxième confinement. Et au moment de ce deuxième confinement, nous, en tant qu'artistes, je fais partie de ces gens qui se sont pris dans la figure cette histoire des non-essentiels. Donc d'un coup, on était devenus non-essentiels et à la fois, on ne pouvait pas exercer notre métier, qui était aussi notre passion, qui était aussi et surtout notre rôle dans la société, notre rôle dans ce moment précis. Parce qu'on était convaincus, et aujourd'hui, moi je le suis encore plus que jamais, on était convaincus qu'on était une partie de la solution, et évidemment pas un problème, et que l'art, la culture, le lien social sont des choses plus qu'essentielles, fondamentales, c'est quelque chose de viscéral en chacun de nous, en tant qu'individu, en tant que société. Et j'allais dire, les mois qui ont suivi, de mon point de vue, m'ont plutôt donné raison. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu cette chanson qui est sortie comme une exutoire, comme pour exorciser toute cette frustration et comme pour dire les vérités qui étaient les miennes, quoi, de dire comment nous on voyait les choses. Et voilà, elle est sortie d'un coup, on a balancé cette chanson sans aucune prétention, il n'y avait pas l'idée de développer quoi que ce soit autour de cette chanson, c'était vraiment de partager cet état d'esprit et ce ressenti à ce moment précis. Et c'est parti comme, voilà, c'est parti d'un coup, quoi. Les gens se la sont appropriés, on nous a demandé très vite voilà, les paroles, les partitions. On nous a, voilà, on a vu tout de suite les gens la reprendre, on a vu tout de suite, évidemment, je parlais de ce nombre de vues, mais c'est le nombre de versions d'un coup qu'il y a eu de cette chanson. Donc ça voulait dire quelque chose, ça veut dire qu'elle a résonné, chez beaucoup de gens au même moment, ce qu'on racontait. Et suite à ça, on est allé la porter, la défendre. On a décrété l'état d'urgence culturelle et sociale. Et on est parti voilà, faire des rassemblements revendicatifs et en même temps musicaux et artistiques et un peu partout en France. Et on a tout de suite eu voilà, beaucoup de sollicitations. Et le sentiment que j'ai, d'une certaine manière, c'est que avec ce qu'on a fait autour de cette chanson et autour de l'état d'urgence culturelle et sociale,
on a d'une certaine manière commencé à mettre en pratique ce que je racontais de façon très fictive et de façon finalement très théorique et poétique dans ce livre-là. Alors, bah, merci Cadeau pour ta présentation. Merci Johan. Je ne sais pas si Johan, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions. Oui, je veux bien juste ajouter quelque chose depuis qu'on travaille et qu'on discute avec Cadour, parce qu'on a des discussions assez régulièrement. Moi, ce qui me frappe, c'est que son engagement, en tout cas, son engagement, déjà, on le connaît, il est fort et il ne baisse pas, en tout cas, ça c'est certain. Mais par contre, ce qui me frappe aussi, c'est que même sur l'idée de la non-violence, on avait discuté, par exemple, quand on s'était vu à la base, on avait dit, on avait débattu de la question aussi, comment rester non-violent dans une société qui est de plus en plus violente. La société, là, aujourd'hui, j'ai pas le sentiment qu'elle soit moins violente. J'ai l'impression que chaque jour qui passe apporte son lot de choses un peu difficiles. Et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point je sens Cadour toujours plus dans cette idée de la non-violence, en tout cas toujours plus renforcé dans cette conviction-là. Voilà, donc je voulais juste qu'il rebondisse là-dessus 2 minutes avant d'avoir la question d'autres personnes. Bah, moi, on voit Excusez-moi, j'interviens juste pour demander à la personne qui n'a pas coupé son micro de le couper, car on ne peut pas entendre Johan et Cadour parler. Ok, Cadour, je te redonne la parole, excuse-moi. Oui, avec les derniers événements, les tout derniers événements qu'on a vus avec ce policier tué à Avignon. Nous, on était à Avignon à ce moment-là, on était en enregistrement. Puis il y a eu encore un autre événement. Et nous, on a senti aussi, pendant ces quelques mois où on était dans l'état d'esprit d'apporter des choses positives par le biais de la musique dans une période voilà, qu'on trouvait sordide, qu'on trouvait compliquée. Et c'était, j'allais dire, tout ce qu'on a essayé de faire. Je ne dis pas qu'on a tout bien fait, mais on s'est aussi frotté à des réactions violentes. Parce qu'évidemment, on est en pleine épidémie. Et puis au début, on nous a taxé de mille et un mots. On a eu, quand on montrait les images de nos rassemblements, bon, il y avait des gens masqués, des gens pas masqués. Il y avait des gens qui pouvaient sembler proches. Et puis, il y avait des gens aussi qui pouvaient sembler à s'amuser. Alors, comment est-ce possible de s'amuser, de danser dans cette période-là? Et on a reçu beaucoup de messages très, très violents. Des gens qui nous ont souhaité de mourir dans d'atroces souffrances et que ce serait bien fait pour nous, enfin, etc., etc. Des menaces, enfin, voilà. Donc, je pense que notre société était malade avant le Covid, de ces fractures, de ces divisions et de cette violence voilà, latente, sous-jacente. Et que, évidemment, cette épidémie n'a rien créé, mais elle a exacerbé ça. Et que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus que jamais, ça peut partir en vrille, quoi. Ça peut vraiment tourner mauvais. Et c'est ce que je ressens. Après, je n'ai pas d'éléments, mais je ressens vraiment de grandes tensions et ça ne s'est pas arrangé avec cette épidémie, c'est sûr. Alors, bah, merci pour vos interventions. Donc, ça va être le temps de poser des questions. Alors, rappel pour les prises de parole, vous avez en bas de votre écran un petit bonhomme qui sourit avec marqué réaction. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez la possibilité de cliquer sur lever la main. Donc voilà, on va prendre les questions que vous avez. Donc, je vous invite à vous manifester. Donc, on a un temps d'échange jusqu'à peu près, je pense que la dernière question sera vers 19h05, 19h10. Donc voilà, j'attends vos prises de parole. Hop, alors je donne la parole à Denis Crolotte. Oui, Denis Crolotte, ça ira. C'est vrai que j'ai un Y sur mon prénom, mais c'est Denis Crolotte, tout simplement, du Mouvement pour une alternative non violente à Nancy. Et je salue tous ceux que je connais. Et puis, j'adore HK. J'avais une question assez précise sur comment ça se passe, les agoras de la non-violence. Est-ce que vous pouvez enfin, ceux qui l'ont déjà vécu ou essayé enfin, qui les ont pensés, quoi, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de la musique ou est-ce que c'est uniquement
du discours? Est-ce que c'est un mélange des deux et à quelle sauce, etc., quoi. Et puis les réactions du public aussi. Enfin, voilà, parce que là, vous essayez d'inventer quelque chose de nouveau. Voilà, j'ai fini. Alors, je laisse Suan ou Kadou répondre, celui qui veut, ou les deux. C'est à vous. Bien répondre, Kadour. Euh, Alors, Denis, bonjour, bonsoir, Denis. Les Agoras de la non-violence, en fait, ça se passe pour l'instant, ça ne s'est pas passé. Voilà, c'est la première a lieu mercredi à la place de la République. Donc, on vient d'avoir officiellement, on a lancé les invitations, on a commencé tout ça tranquillement. On a l'autorisation de la préfecture, donc tout va bien. Voilà, et l'idée, en fait, on a déjà réalisé des événements voilà, qui se sont inspirés, enfin, qui ont inspiré en tout cas ce qu'on veut faire là. Mais ce n'était pas en tant que tel, une agora, on ne l'avait pas appelé comme ça, on ne l'avait pas forcément fait sur ce format-là. Là, l'idée, elle est très simple. C'est en discutant avec Kadour et en faisant les autres événements qu'on a fait que l'idée est venue dans le cadre d'une réunion comme ça un peu informelle. Et déjà, c'est d'avoir cet échange sur la question de la non-violence, de l'engagement non-violent, de pourquoi choisir cette forme d'engagement. Donc l'idée aussi, c'est de faire venir un maximum de personnes, mais y compris, c'est l'objet du débat aussi, des personnes avec qui on n'est pas d'accord ou qui seraient plus sur l'idée de la complémentarité des tactiques et tout ça, parce que voilà, sinon ça n'a pas tellement d'enjeu non plus d'avoir ces débats-là, mais en même temps de le faire pour désamorcer un peu des tensions éventuelles sur des sujets qui peuvent être sensibles à un moment donné. L'idée de le faire aussi en chanson, en poésie et tout ça, et d'où le fait d'entrecouper ça de moments de chansons, quoi. Donc voilà. Après, notre objectif, c'est quand même que nous, la prise de parole, elle soit enfin, le plus limité possible et que le maximum de personnes puissent parler, qu'en tout cas, on fasse revivre ça. Parce que ça aussi, c'est aussi à travers la discussion de Kadour. Avec Kadour, c'est un constat évident, c'est qu'en travers cette perte de lien aussi liée à la crise sanitaire, les gens ne sont plus, enfin, ne se voient plus, ne se côtoient plus, n'échangent plus. Donc, on a déjà une montée des tensions très, très forte. Bien se greffer là-dessus, tout ce contexte-là. Donc là, on a juste besoin voilà, de respirer. La démocratie a besoin de respirer. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on fait ces agoras. Même si nous, forcément, on axe aussi sur cette idée de la non-violence, puisque c'est le projet qu'on veut aussi défendre, quoi. Voilà, je ne sais pas si Kadour veut ajouter quelque chose. non, mais c'est sûr que la musique, c'est un outil, c'est un vecteur de plein de choses qui peuvent être joyeuses ou des fois apaisantes ou des fois rassembleuses. Enfin, l'idée, c'est que la musique soit une des faces de cette idée-là de l'agora de la non-violence et une face importante. Mais ouais, qu'il puisse y avoir une prise de parole la plus simple, la plus naturelle et le plus possible, j'allais dire, que ce ne soit pas des choses théoriques, quoi. Ce n'est pas l'idée de faire que ce soit un cours, une table ronde sur la théorie de la non-violence, mais en pratique, aujourd'hui, je pense que la question, pour moi, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Pour moi, la question, elle se pose concrètement aujourd'hui et avec un choix de société, des choix de société qui vont être face à nous et de se dire, voilà, comment, par où on peut prendre ce chemin-là. Est-ce qu'on peut le prendre? Est-ce qu'on n'est pas trop embarqué d'un côté? Et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Alors après, moi, je suis assez basique. Hein, ce schéma-là que j'avais dans le livre, qui était une fiction, mais où il y avait chacun de là où il est et de son expérience pouvait apporter un éclairage. J'aime cette idée-là, quoi. Peut-être qu'il y a un truc, une chose à laquelle on n'a pas réfléchi, c'est comment on arrive à enregistrer peut-être ces paroles, enfin peut-être voilà, à emmagasiner de la matière, des paroles. Je ne sais pas comment on peut faire en sorte que tout ce qui se dise là ne se perde pas. Alors je ne sais pas, des enregistrements, même si c'est pour les HTV dans un premier temps, mais peut-être qu'il y a quelque chose à penser pour garder ça, quoi. Alors, merci pour vos réponses et je vais donner la parole à Isabelle. Et juste avant qu'elle puisse prendre la parole, j'invite tout le monde à qui veut prendre la parole plus tard, ne pas hésiter à lever la main. Je verrai dans la file d'attente qui veut prendre la parole.
mais c'est à Isabelle. Merci pour cette initiative. Moi, je suis membre du MAN, mais peu active, enfin, on va dire presque inactive au MAN. Mais sinon, je suis pédiatre et je suis militante de droits de l'enfant. Je m'intéresse beaucoup aux violences éducatives, etc. Et je suis aussi à Réinfo Covid Île-de-France. Donc, déjà, je voulais savoir qu'à Dour, je sais qu'à Réinfo Covid, il y a un volet pour les artistes. Donc, j'imagine que vous êtes en lien avec Réinfo Covid. Et ce que je ne sais pas, c'est si le MAN a envie un petit peu de s'intéresser à ces questions-là, en sachant que je m'inquiète beaucoup sur les conséquences de la violence des protocoles sanitaires sur les enfants. Donc, je trouve que c'est une vraie maltraitance institutionnelle et je cherche à me mobiliser par rapport à ça. Et voilà, j'en profite, je ne suis pas tout à fait seule parce qu'il y a Célia qui est là aussi ce soir à La Réunion, qui est sur la même longueur d'onde que moi, pour voilà, poser ces questions à la fois à HK et puis au MAN. Alors, pour moi, je peux répondre très simplement. J'ai vraiment, dans cette épidémie, enfin voilà, je fais partie des gens qui sont mobilisés. D'autres gens se sont mobilisés sur, j'allais dire, sur d'autres questions. Alors, ils parlent d'art et de culture et c'est très bien que tout le monde parle d'art et de culture et je serai le plus heureux du monde. Moi, j'essaie de rester à ma place. J'essaie de pas je vais pas utiliser le mot me perdre, pas me disperser. De là où je suis, de ma place d'artiste et par la musique, par la poésie, j'ai un chemin qui est devant moi et qui est un peu dans cette idée, ce rôle-là de faire le lien, voilà, de faire le lien, enfin modestement, mais de faire le lien entre des gens qui ne sont pas forcément d'accord sur tout. Nous, dans nos propres rassemblements, il y a des gens par exemple, qui viennent avec le masque, parce que pour eux c'est important, d'autres gens qui sont complètement libres et libérés par rapport à ça, moi-même qui, suivant les jours, je peux, enfin voilà, j'ai pas de religion à ce sujet. Et pour moi, très vite, quand je me suis engagé dans cette voie-là, pendant cette épidémie-là, je me suis dit que mon rôle, il était là. Il était de rester dans ce que je sais faire, dans ce que je suis. Je vois aussi que il y a plein de questions graves qui se posent, et moi, en tant que citoyen, ça me touche. Mais en tant que personnalité publique, je le fais à travers ma musique. Et puis, des gens de tous bords ça peut résonner, ça peut entrer en résonance. Mais voilà, c'est un peu moi le chemin que j'essaie de prendre. J'essaie d'être le plus libre et indépendant possible par rapport à tout mouvement et toute organisation. Ça ne veut pas dire que j'en pense forcément du mal de telle ou telle organisation, de tel ou tel mouvement. Ça veut dire que c'est important pour moi de rester totalement et parfaitement libre et indépendant. Et je sais que des fois, c'est difficile à comprendre quand des gens me sollicitent et que j'y vais pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai essayé de créer mes propres espaces, enfin nos propres espaces avec d'autres artistes, avec des intermittents, enfin, quand je te disais sur l'état d'urgence culturelle et sociale. Et c'est pour ça que pour moi, sincèrement, je pense que la prochaine étape, moi, de mon engagement, viscéralement, c'est sur la non-violence. Et sur cette idée-là de qu'est-ce qu'on peut faire pour une société non-violente. Et quand on dit ça, on pose la question de la démocratie réelle. On pose la question voilà, du débat démocratique, des dérives autoritaires. On pose la question des gens qui confisquent la démocratie, et notamment les grands lobbies. On pose toutes ces questions-là. Mais moi, mon entrée, elle est là. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas… voilà, en tant que citoyen, je regarde, j'écoute tout le monde. Mais en tant qu'artiste et que personnalité publique, j'essaie de m'engager sur cette voie-là qui permet de faire le lien. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup. Alors, une nouvelle personne peut prendre la parole. Il y a eu une question écrite. Donc, est-ce que Philippe Vichra veut prendre la parole et poser sa question? Non, tu peux la lire. Alors, je vais la lire. Mais en fait, je suis pas sûre du M, donc je veux bien que vous Millions. Donc, 60 millions de procureurs isolés avec Internet, ça ne mène pas obligatoirement à une guerre civile. Alors, Johan Cadour. Non, je sais pas. Nous l'histoire des procureurs isolés sur Internet, bon, on l'a relativement vite réglé de notre côté. On a eu, voilà, on a reçu ce que je disais, pas mal de quelques
quelques commentaires et quelques menaces, etc. Bon, ça s'était vite réglé. Non, je pense qu'on le sent même. Je ne sais pas. Ben, je parlais de ce qui s'est passé avec les policiers. Et on peut parler de cette tribune des militaires là dans ce magazine de droite extrême. Il y a des choses qui sont violentes. On sent quand même que ce qui s'est passé avec cette crise, me semble-t-il, il y a eu pour beaucoup de gens une perte de crédibilité du gouvernement, des institutions. Mais la perte de crédibilité des institutions, elle est due aussi à cet état d'urgence sanitaire et elle a été le fait du gouvernement, mais avec ses contradictions, ses reniements, ses incohérences. Et il y a des gens qui parlent de plus en plus ouvertement, soit de laisser le champ libre à l'extrême droite, soit d'insurrection, soit de renverser le pouvoir. Moi, c'est des choses que j'entends, tout ça. Des gens qui n'ont plus aucun problème avec l'idée de chaos qui risque d'arriver, que ce soit au moment d'élection ou avant ou pendant. Donc, après, je dis pas que j'ai raison de ressentir ça, mais je le ressens vraiment très fort. Alors, merci Kadour. Alors, je vais lire une question parce que la personne ne peut pas prendre la parole. Alors, donc je suppose que cette question donc c'est une question de KP, pardon. Je suppose que cette question a déjà été posée dans le passé à HK et à Non-Violence 21, mais est-ce que les luttes non violentes, Luther King ou Gandhi, n'ont pas réussi à s'imposer parce qu'il y avait des luttes plus violentes, Malcolm X, pour les mêmes revendications? Et quelle est la relation entre la violence et la non-violence dans le cadre des luttes sociales? Sont-ils vraiment indissociables? Je vous laisse la parole, Johan Kadour. Ouais, juste avant, parce que je sais que Johan a des choses à dire là-dessus. Moi, je peux juste dire, vraiment, encore une fois, et c'est pas mon joker du soir, je parle de ma place d'artiste. Et je fais de la musique. Et j'agis et je m'engage avec la musique ou autour de la musique. J'ai toujours pensé qu'une chanson pouvait faire des choses extraordinaires. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'en ai et je crois qu'on en a une démonstration, en tout cas, avec cette chanson. Et je le dis vraiment sans orgueil, parce que c'est un truc qui nous est tombé dessus, on ne l'a pas fait exprès, mais ce qui se passe, c'est assez extraordinaire. Et dans ce que ça provoque, et dans ce que ça provoque de positif, et dans ce que ça provoque de prise de conscience, de débat. Donc, et on peut ajouter aussi les sonneurs d'alerte, on peut ajouter les penseurs, les sociologues, ceux qui écrivent, ceux qui agissent au quotidien, qui s'engagent dans des associations de solidarité. Enfin voilà, je veux dire, le champ des gens qui agissent au quotidien par la non-violence et qui changent les choses très concrètement par la non-violence, il est énorme. Donc après, c'est sûr que si on veut parler de grandes révolutions et de grandes… pour moi, c'est des débats très théoriques, mais dans le concret, dans le jour et le quotidien, il y a mille et une choses qui se font chaque jour par la non-violence et qui ont des résultats très concrets, des destins qui sont sauvés, enfin, des associations de solidarité pour des réfugiés qui, à un moment donné, arrivent au bout de 2, 3 ans, 4 ans, à changer le destin d'une famille. Voilà le combat que mène, par exemple, quelqu'un comme Cédric Héroux. Enfin, la liste peut être tellement, tellement, tellement longue. Donc, voilà, Johan, si tu veux compléter. Okay. Ah, bah, c'est un vaste sujet, le sujet qui est posé là. C'est le sujet qui nous intéresse, nous, depuis pas mal d'années maintenant. Je vais juste faire une brève introduction et s'il est d'accord, parce que j'ai vu qu'il y avait monsieur Alain Réfalo qui était avec nous, s'il est d'accord pour aussi apporter son éclairage qui est beaucoup plus approfondi sur le sujet que le mien, sur cette question-là. Moi, je vais juste te dire déjà sur mon ressenti et sur après ce que je connais un petit peu. Cette question des luttes non violentes qui auraient réussi à s'imposer parce qu'il y avait des luttes plus violentes. Alors, typiquement, la fameuse opposition Luther King, Malcolm X. Pour moi, non, pour moi, enfin, après, ça, c'est absolument pas. C'est-à-dire que de dire qu'à un moment donné, qu'il y a eu des mouvements non violents et parallèlement, qu'il y a eu, bon là, on va parler des Black Panthers, mais il y a eu des mouvements en parallèle qui sont faits dans le même temps, à différents endroits, différents lieux, et qui auraient
sur la lutte globale amener un changement possible. Il n'empêche que je pense qu'il y a eu des effets, typiquement sur ce qu'a le mouvement pour les droits civiques, dans ce qui a été mis en œuvre, des effets que, avec toute forme de lutte violente, pour moi, des résultats qui n'auraient jamais été obtenus. Ça, j'en suis absolument convaincu. Alors après, on ne va pas s'amuser à faire le détail de ça ici. Moi, ce que je note aussi avec beaucoup d'intérêt, c'est que dans le moment de sa vie où Malcolm X, parce que ça, on le sait un petit peu moins par moment, que déjà les deux hommes qu'on oppose de manière assez systématique et assez caricaturale étaient quand même beaucoup plus proches sur la fin de leur vie, en tout cas sur certaines idées, pas sur la méthode, mais en tout cas Malcolm X se rapprochait davantage des idées de Martin Luther King, et il y avait des conjonctions possibles, et ça lui aurait peut-être même, mais là, voilà, coûté la vie aussi, parce que voilà, c'était pas dans la ligne de ce qui était de mise avec l'organisation et les gens avec qui il travaillait. Donc ça dénote quelque chose d'intéressant, c'est qu'à partir du moment où Malcolm X a envisagé quelque chose de différent et qui commençait à arriver à maturation dans son esprit, il y a eu une espèce de censure absolue au niveau de son mouvement, en tout cas des têtes de son mouvement, qui ont fait que c'est devenu très compliqué comme position à tenir et que là, la marge de liberté s'est réduite. Ce que je veux dire en disant ça, et là, je vais reprendre un petit peu parce qu'on avait fait une soirée avec Tchetch, que c'était tout à l'heure. Tchetch qui avait aussi décrit ses engagements au départ violents dans le Pays basque et qu'il avait glissé tout doucement et qu'il avait en tout cas intégré l'idée que c'est par la non-violence qu'il arriverait davantage à des résultats. Qui nous avait expliqué que justement dans ce contexte-là, à un moment donné, on arrivait, cette violence qui était à un moment donné revendiquée pour dire d'obtenir des résultats et tout ça, elle se retournait clairement sur le mouvement en tant que tel et pire, au niveau interne, il en venait à des procédés où toute liberté, toute marge de manœuvre devenait très, très, très complexe pour tout le monde et ça devenait irrespirable. Et ça, il nous l'a parfaitement décrit de manière pragmatique, en précisant même qu'il n'était pas non violent par idéal au départ, mais vraiment par expérience et par pragmatisme. Voilà. Et là-dessus, je veux bien aussi que si Alain veut rebondir un petit peu sur ce que je viens de dire, parce que je pense que son éclairage sera tout à fait intéressant. Oui, merci Johan. Je ne sais pas si vous m'entendez. Effectivement, l'exemple de Martin Luther King est vraiment très intéressant parce que on a là non seulement une conviction non violente très forte, mais l'organisation d'un mouvement collectif, d'un mouvement d'action non violente, avec des formations, des préparations qui permettent des actions spectaculaires dans la rue, de face à face avec les forces de l'ordre. Et on voit, et c'est ça qui a contribué à mobiliser l'opinion publique blanche aussi, c'est précisément cette capacité d'affronter, entre guillemets, dans la rue, les forces de police américaines par la non-violence, en prenant tous les coups, non pas sans réagir, mais en subissant, sans réagir par la violence, les coups de la police. Et ce sont ces images-là de confrontation non violente face à la violence du système américain blanc qui a permis de sensibiliser l'opinion publique américaine à la cause des Noirs et à la mobiliser. Car ce qui est décisif, ça fait partie de la grille de lecture de la non-violence, mais je crois que c'est toujours important de le rappeler. Ce qui est décisif, c'est dans la mobilisation non-violente, qui est toujours le fait quand même souvent d'une minorité, c'est la capacité à mobiliser l'opinion publique qui va faire pression sur le pouvoir responsable de telle ou telle injustice et qui donc va enclencher un rapport de force décisif pour la suite. Et donc, avec Martin Luther King aussi, et ça rejoint les débats que nous avons aujourd'hui, se pose la question de la radicalité. Quand on entend le mot radicalité, bien souvent, on entend violence, voire terrorisme. Et alors que la véritable radicalité, c'est la radicalité de la non-violence, qui s'attaque aux racines de l'injustice par des méthodes absolument adaptées pour y résister et pour les transformer.
Et Martin Luther King, précisément, je pense, enfin, si on étudie un petit peu son histoire, c'est que s'il a été assassiné, c'est pas pour avoir prononcé le fameux discours I Have a Dream, c'est précisément parce qu'il était dans une démarche sur la fin de son parcours extrêmement radicale, notamment par rapport à ses prises de position sur la guerre du Vietnam, mais surtout parce qu'il mobilisait, il avait envisagé de mobiliser à Memphis les ouvriers, les pauvres de la communauté noire dans un mouvement non violent qui pouvait faire tache d'huile. Et donc là, il y a eu une véritable crainte d'une extension d'un mouvement qui, au-delà de la question des droits civiques, aurait mobilisé encore davantage de personnes. En écoutant tout à l'heure ce qui se disait, je me faisais la réflexion, est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui, alors c'est bien d'organiser évidemment, hein, je suis absolument pour les débats, les agoras sur la non-violence, mais on sait très bien que d'expérience, ce n'est pas par le débat malheureusement qu'on arrive à convaincre, surtout ceux qui sont convaincus que la violence est plus efficace, que la non-violence prend trop de temps, etc. Je crois qu'il manque peut-être aujourd'hui dans le paysage de la non-violence, il manque ce qui a pu exister au début des années 60. C'était le premier mouvement non-violent en France qui s'appelait l'action civique non-violente. Il manque peut-être des formes d'action spécifiquement non-violentes mais radicales, réalisées par des personnes non seulement convaincues mais entraînées, formées, de façon à créer, je dirais, des actions qu'on n'a jamais vues encore, pas des actions à quelques dizaines. Ça peut commencer par des actions à quelques dizaines, évidemment, mais des actions qui entraîneraient des centaines, voire des milliers de personnes dans une logique spécifiquement et exclusivement non violente, de façon à montrer la capacité de l'action non violente, non seulement à faire du médiatique, j'ai envie de dire, mais plus que cela, à entraîner et à créer des rapports de force. Alors, bon, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit en écoutant tout à l'heure ce qui se disait. Mais je crois que quand on étudie un petit peu l'histoire de ce mouvement, l'action civique non violente au début des années 60, ce qui a été formidable, c'est qu'il y avait une extraordinaire préparation, une extraordinaire conviction, et surtout, ils ont réussi à entraîner avec eux, dans les manifestations qui ont été fortement réprimées à l'époque, des personnalités. Je pense à Paul Ricoeur, Lanza Del Vasto, Théodore Monod, Louis Massignon, et voir ces gens en costume se faire matraquer, se faire embarquer dans les paniers à salade, à l'époque, ça a fortement sensibilisé l'opinion publique. Alors, il faudrait trouver évidemment d'autres façons peut-être d'agir que ce qui se faisait sous le temps de l'action civique non violente, mais l'idée, c'est de dire que je crois qu'on ne convaincra pas de la viabilité, de la capacité de la non-violence par le débat, même s'il en faut, mais réellement dans l'engagement concret, dans l'action, et donc ce qui nécessite peut-être de nouvelles formations et peut-être un nouveau mouvement. Merci. Merci Alain. Alors, je ne sais pas si Johan ou Kado voulez réagir en attendant la prochaine prise de parole. Donc, je rappelle juste aux personnes, pour que vous puissiez voir l'onglet réaction et lever la main, il faut que vous passiez votre souris en bas de votre écran. Ouais. Donc voilà, donc on va laisser Kado répondre et après il y aura la prochaine prise de parole. En fait, l'idée, c'est pas de faire un débat. Moi, je pense que c'est pas l'idée sur le mercredi. Je pense que c'est... Je ne sais pas si on pourra l'intituler comme ça pour en discuter avec Johan, mais c'est l'idée d'agir pour une société non violente. Et là, c'est autre chose. C'est autre chose que l'idée de débattre sur le fait que sur la moi, je connais pas la théorie, l'histoire de la non-violence, enfin, de façon un petit peu quand même évidemment, comme tout le monde, mais je suis juste. Tu parlais de gens convaincus. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, si on ne pose pas cette question-là clairement et qu'on ne la pose pas sur la table, ça, je peux me tromper, je suis convaincu que ça va partir en vrille et que ça a déjà commencé. Donc, il faut qu'on arrive à influer, si on est convaincu de ça, si on est convaincu qu'on sera bien plus heureux à vivre dans une société apaisée et non violente. Sauf que la question, et l'idée, ce n'était pas de poser des questions, de donner les réponses. Moi, je suis
peux avoir ma réponse à moi. On va vite arriver au problème de la démocratie réelle. La question va vite se poser en ces termes-là. Parce que si tu veux une société non violente apaisée, donc déjà, comment tu résous quand il y a des grands mouvements de masse, de contestation de masse? Quel est aujourd'hui l'horizon démocratique? On peut être à 1 million, 2 millions, 3 millions dans la rue. En face de soi, ça va toujours partir en opposition, en combat avec la fermeté de nos dirigeants, droit dans leurs bottes, etc., et qui vont pourrir ce mouvement-là et qui, à un moment donné, on va compter les voitures incendiées et puis jusqu'à ce que le mouvement s'effiloche. Et c'est ça, on a vécu ça avec Nuit debout, on a vécu ça avec la loi travail, on a vécu ça avec les Gilets jaunes. C'est une histoire qui se répète sans cesse. C'est un schéma qui se répète sans cesse. Donc là, c'est quelque chose, pour moi, ce n'est pas un débat, c'est quelque chose de très concret. Enfin, sinon, je vois pas l'intérêt. Et ces grands mouvements, ils existent. Quand tu dis aujourd'hui, il y a plein de gens nous-mêmes, là, dans ce qu'on a fait, quand on défendait la culture et le lien social, qu'on était censé rentrer chez nous et qu'on était dans la rue au moment où on était censé rentrer chez nous, on a été des milliers dans la rue. Enfin, il y a un grand mouvement aujourd'hui. Il y a un grand mouvement aujourd'hui de gens qui sont en perte de confiance totale avec nos dirigeants, qui sont en opposition frontale, Et moi, ce que je pense, c'est que nous, si on est convaincu par cette idée-là de la non-violence, la seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est de dire que toute cette contestation-là, elle tourne sur des choses positives, sur quelque chose où on peut construire quelque chose. Et que si on ne s'engage pas là comme ça aujourd'hui, moi, je pense, et je ne veux pas faire les alarmistes, que ça va tourner mauvais. C'est l'hypothèse de départ, quoi. Alors, merci Kadour, et je vais donner la parole à Claire. Claire Véry. Je ne sais pas comment ça se prononce. Il faut que vous activiez votre micro. C'est en bas de votre écran, en bas à gauche. Voilà. C'est par rapport à Kadour. Moi, je trouve que ces chansons, le texte est vraiment merveilleux, mais ce que je trouve aussi, c'est que c'est porté par un dynamisme, mais je dirais une force, un tonus, et aussi une bonne humeur, je dirais assez naturelle. Et cette énergie-là, on parle souvent des idées qu'on a, mais on ne parle pas toujours de l'énergie qui porte ces idées. Et la force de Kadour, pour moi, c'est cette énergie-là. Et une question à toi, Kadour, c'est de savoir, est-ce que tu as, parmi tes amis ou parmi les artistes au contraire, des gens qui font un travail avec peut-être d'autres outils, que ce soit la musique, la poésie, mais que tu sens proche de toi dans cette intention-là? Dans l'intention des mouvements actuels? Oui, mais parmi les artistes. C'était très compliqué pour les artistes de bouger pendant cette période parce que il y a eu une pression très forte pour leur dire ne bougez pas, restez chez vous. Et puis en plus, j'allais dire d'un point de vue, il y a eu l'année blanche quand on était intermittent, quand on était déjà intermittent pour dire voilà, ça va vous aider à patienter, restez chez vous, restez tranquille. Après, moi j'ai vu beaucoup il y a eu l'occupation des théâtres par les intermittents. Il y a eu plus de 100 théâtres qui ont été occupés pendant. Là, mais il y en a certains, ça fait 2 mois maintenant. Avec un mépris total du gouvernement. Et donc, il y a des artistes de rue, il y a des gens, des artistes dans l'âme, amateurs, mais qui se bougent, qui se sont bougés. Mais c'est vrai que moi, je rebondis sur ce que tu as dit. Moi, j'ai senti une énergie chez les gens. Quand par exemple, on nous a dit, mais ce que vous faites, c'est dangereux, vous rassemblez des centaines de personnes en pleine épidémie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les débats. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de scientifiques et pas des alternatifs, des gens du CERAI, même du Conseil scientifique, qui sont d'accord avec le fait que le plein air, c'est l'endroit le moins risqué et qu'à un moment donné, quand on nous disait rentrer chez vous, c'était une aberration, parmi des dizaines. Mais ce qu'on a fait, au moment où on nous a dit mais vous êtes fous irresponsables, on a dit s'il y a autant de monde, c'est pas nous, c'est qu'il y a des gens qui sont portés par cette énergie intérieure, ce besoin vital de se retrouver, d'être ensemble, et ce fait de se dire il y a un problème. On nous dit qu'il y a une décision sanitaire irrévocable en nous disant
il faut fermer les lieux non essentiels, etc. Et d'autres pays font autrement. Donc ça veut dire que c'est une décision politique, peut-être même idéologique, enfin, après à creuser, à débattre, mais en tout cas, ça veut dire qu'on se fout de notre gueule. Donc, et on a dit, ben, dans ce cas-là, on a lancé le projet de flash mob général. C'était pour rigoler, c'était une création artistique en disant chacun, chacune, autour de chez vous, dans les 10 km, c'était au moment du troisième confinement, voilà, sortez le samedi midi, allez-y, jouez. Et là, on a reçu, ça c'est que les vidéos qu'on a reçues, on a reçu plus d'1 millier de vidéos partout en France, et même dans les pays frontaliers, de gens qui sont sortis, qui ont joué. Donc ça, c'est 1 millier de preuves au même moment en France, et sans compter tous ceux qui ne nous l'ont pas envoyé. Donc, d'un coup, ça veut dire qu'il y a une énergie chez beaucoup de gens qui est due à cette frustration à la fois face à des décisions qu'on ne comprend pas, à la façon dont elles tombent, de façon très autoritaire, très verticale, à cette infantilisation et à ce besoin, moi je dis, c'est à ce besoin de démocratie. Quand à un moment donné, il y a plein de gens, que ce soit des citoyens ou même des mouvements qui se constituent, de gens qui disent on veut questionner les décisions qui sont prises à tort ou à raison. On veut pouvoir en discuter, on veut pouvoir en débattre. C'est la base d'une société démocratique, apaisée. Et c'est là où on est au cœur du sujet. C'est quand on prive toute une société de débat, et ben oui, à un moment donné, ça explose. Alors, bah, merci pour cette prise de parole. Il est 19 heures, donc on va peut-être prendre une dernière ou deux dernières questions en fonction du temps de réponse. Alors, est-ce qu'il y a une prochaine prise de parole? Alors, il y a une question écrite, c'est comment prendre soin de cette énergie et la faire fleurir. Donc, si tu veux répondre en attendant qu'il y ait une dernière prise de parole. C'est c'est vraiment la question, c'est vraiment pour moi la question. Comme je disais, nous, on s'est engagé dans un truc. On a tiré un fil. Au début, on a juste écrit une chanson. On est sorti dans la rue, juste un groupe, 5-6 musiciens. On s'est filmé au mois de novembre. Et même à ce moment-là, on s'est dit, tiens, mais on n'a pas le droit, mais si la police arrive, enfin, c'est fou. Enfin, c'est fou de penser qu'on est dans cette époque-là. Et puis, en tirant le fil, voilà, il s'est passé tout ce qui s'est passé autour de cette chanson et de ce mouvement-là. Et en voulant apporter des choses positives, on se confronte, ce que je disais tout à l'heure, à une époque compliquée, à une société malade de ses fractures, de ses divisions, malade, ce que disait le copain tout à l'heure, voilà, de ces procureurs cachés derrière un écran, de ces gens qui s'instruisent surtout, de ces gens ou alors de ces gens qui veulent nous tirer pour qu'on leur appartienne d'un côté ou de l'autre. Enfin, et donc, essayer de continuer à garder une énergie positive, c'est quelque chose de pas simple. Et en même temps, si on perd cette énergie positive, on est mort, quoi. Et l'essence même de ce qu'on a fait finalement la chanson, je disais, c'était une frustration d'avoir été qualifié de non essentiel et une incompréhension. Et on a essayé de transformer l'énergie négative en énergie positive dans une chanson qui dit des choses clairement, mais qui invite à danser et à être en joie, quoi. Merci beaucoup. Alors, je ne vois plus de questions. Johan, tu veux peut-être rajouter quelque chose avant qu'on conclue, sans doute? Oui, bah, je veux bien. Comment faire fleurir cette belle énergie? C'est sûr que voilà, c'est ce qui caractérise Cadour et c'est ce qui, pour moi, s'inscrit dans vraiment l'idée, en tout cas, qu'on peut se faire de la non-violence. Je pense qu'on peut avoir une idée d'une révolution joyeuse, de quelque chose qui se passe dans l'enthousiasme, dans une force collective comme ça, et qui soit en même temps un objet de lutte. Je ne pense pas que les choses soient indissociables, bien au contraire, même si on peut aller au-devant, évidemment, de situations compliquées quand on va dans des formes de résistance. Mais je pense que cette joie est porteuse et elle apporte en tout cas beaucoup de... c'est à cette condition-là, à mon avis, qu'on pourra en tout cas réussir à rassembler des gens autour d'une cause commune et de le faire de manière massive, parce qu'on parle souvent de cette idée-là. Alain, tout à l'heure, faisait la référence à cette idée d'action ou de choses à reprendre. Des idées, moi je suis d'accord sur le fait de former des gens et d'aller sur des actions spectaculaires comme ça. Le problème après, pour revenir à cette idée de la discussion, du débat, de la rencontre, appelons ça
après comme on veut, mais pour moi, ça me paraît quand même malgré tout essentiel, en tout cas d'ouvrir les dialogues et tout ça pour aussi déjà juste laisser un espace de parole qui est largement confisqué, quoi qu'on dise, depuis un moment, ou en tout cas des liens qui ont du mal à se faire, et créer une énergie collective. Je pense que, et aussi surtout voir un petit peu ce qui fait qu'à un moment donné, sur ce débat de violence-non-violence, ça peut coincer, ça peut achoper, où il y en a certains qui ont de plus en plus de tentations. José Bové parlait d'une idée romantique de la révolution, donc voilà, en mode le Tché et tout ça, mais pourquoi il y a cette tentation-là finalement? Est-ce que ce n'est pas aussi le fait de certaines images, de certaines idées? Et ben, je pense que l'objet du débat, pour moi, est intéressant aussi de ce point de vue-là. Et je pense que les deux sont pas indissociables. Et j'avais juste envie de terminer en fait sur. Je vous invite aussi à écouter encore une autre chanson de Kadour, et je crois qu'il fait un spectacle aussi sur le sujet. Pour moi, juste quelque chose qui dit tout un peu aussi de son projet et du coup d'une autre aussi à travers la non-violence, c'est la fin du moi et le début du nous. Je trouve que ça parle beaucoup en fait. Une chanson. Ah, alors il y a une demande de chanson. Je ne sais pas si c'est possible. Ah. Alors, s'il n'y a pas d'autres prises de parole ou de questions. Ah, s'il y a une dernière, on en prend. Ce sera la dernière du coup. Donc, Denis, je te redonne. Oui, très, très rapide. Il y a un projet de tournée de Kadour en mode HK, puisque là, je suis bien content de rencontrer Kadour en mode autre que HK, finalement, quelqu'un qui existe par lui-même et qui n'est pas uniquement son image d'artiste. Donc, il y a une tournée qui est prévue en France. Enfin, je sais que nous, à Nancy, on attend avec impatience peut-être un projet de date. Je sais que des gens à Lyon aussi, autour du MAN, souhaitent faire une forme soit d'Agora de la non-violence, soit un concert plus classique. Enfin, c'est à déterminer. Mais c'était en lien avec Non-Violence 21. Donc, je voulais voir si ce projet, maintenant que ça a l'air de se dégeler sur les aspects sanitaires, pouvait voir le jour, si on essayait de penser des choses autour de septembre, octobre, enfin voilà. Et essayer de voir comment on peut matérialiser cette coopération entre l'artiste et la personne HK et le MAN, Non-Violence 21, etc., sur des organisations d'événements concrets. Alors, concrètement, ça va se dégeler. Il y a encore beaucoup de questions quand même. Il y a encore beaucoup de questions sur l'histoire des jauges, sur l'histoire du pass sanitaire. Enfin, c'est quelque chose de pas anodin. C'est quelque chose qu'il faut se questionner. Enfin, moi, c'est sûr que je suis un artiste, je suis directement concerné, mais ça fait partie des choses qui passent comme ça sans qu'on s'en empare, pour se dire, bon, il faut au moins qu'on en parle quand même de cette histoire-là. C'est quand même important. Donc tout n'est pas réglé. Et puis on ne sait pas, il y a une première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, 12e vague. Donc moi, je pars du principe qu'on trouvera du temps pour faire ça parce qu'on a envie de le faire, qu'on pense que c'est nécessaire. Alors, peut-être que ce ne sera pas 10 dates d'un coup, peut-être que sur 6 mois, on arrivera à en caler une ou deux par mois, et puis ce sera bien. Mais en tout cas, on a envie de le faire. On pense que c'est important, que c'est nécessaire de le faire. Pour moi, c'est peut-être, je pense, la suite de ce que j'ai fait ces derniers mois. Ça peut être là. Par rapport à ce que disait Johan, peut-être même que la question, je ne sais pas si ça peut faire un titre d'événement, mais même peut-être pour mercredi prochain, mais le fait, en tout cas, cette idée de se dire une révolution joyeuse et non violente est-elle possible? Et ça, je ne sais pas si tu peux le mettre comme ça, comme titre, mais pour moi, c'est exactement de ça dont on parle. Et en prenant le point de départ de se dire, est-elle nécessaire? Un changement est-il nécessaire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut continuer comme on est là sans aller vers le chaos? Et donc, suivant la réponse, on se dit, voilà, si le changement est nécessaire, y a-t-il une place aujourd'hui pour une révolution joyeuse et non violente?
Et si oui, voilà, peut-on au moins y continuer à y rêver, essayer d'imaginer un chemin, un début de chemin, etc., etc. C'est prendre le goût prendre l'affaire par un goût très concret, quoi. Merci. Alors, Johan, tu veux peut-être prendre la parole parce que je vois que tu as partagé pas mal de choses dans la conversation et que tu veux conclure. J'ai mis juste les liens vers notre page Facebook pour l'Agora de la non-violence. On va de toute façon relancer tout ça là encore dans les jours qui viennent. Voilà, pour 19P, Place de la République, pour répondre aussi à la question de Denis. De toute façon, oui, on en avait discuté, on avait commencé à voir avec des groupes locaux d'Human ce qui était possible de faire et tout ça. Évidemment, les conditions sanitaires ont un petit peu fait voler tout ça en éclats. Après, il y a aussi, pour Cadour, beaucoup de ce qu'il disait là, beaucoup d'inconnus sur les dates, les moments où il pourra reprendre tout ça. Mais il y a toujours cette volonté, en tout cas, en tout cas que cette agora soit juste une première agora et qu'il y en ait bien d'autres derrière, quoi. Et super. Je pense que c'est le temps de conclure et de remercier Cadour d'avoir participé à cette 6e télécauserie. Et puis Johan et François pour l'organisation. Donc merci à vous. Et si vous avez un mot pour la fin, avant de conclure. Juste, je vais laisser Cadour conclure, mais moi juste merci à toi, Charlotte, d'avoir animé la soirée. Et puis merci à Cadour pour avoir accepté notre invitation. Merci à tout le monde et à mercredi prochain pour celles et ceux qui peuvent. Voilà. Et voilà, parlez-en autour de vous, parlez-en beaucoup. Merci à vous, à tous. Et vous pouvez toujours, plusieurs personnes demander des informations. Il y a une newsletter, une fois par mois de Non-Violence 21, il suffit d'aller sur le site pour s'inscrire. Eh bien, merci à tous. Bonne soirée et à bientôt. On va clore la discussion. Parfait. Au revoir tout le monde.